Nouvel exercice de contrôle de l'action gouvernementale des députés à l'Assemblée nationale du Bénin à travers donc les questions orales avec débat relatives au programme de construction des logements sociaux au Bénin. Le classement des pourcentages par département des résultats au BEPC session de juin 2022 attire également l'attention des acteurs du système éducatif du Bénin. Des analyses à suivre également dans cette édition. Et puis en interactualité, des soldats ivoiriens ont été arrêtés à l'aéroport de Bamako. Depuis, des messages alarmistes circulent sur les réseaux sociaux, les présentant comme des mercenaires lourdement armés venus déstabiliser le pays. Le point à suivre dans ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de prendre le rendez-vous de l'information sur Speedline Télévision. L'Assemblée nationale du Bénin s'est adonnée à un nouvel exercice de contrôle de l'action gouvernementale ce 7 juillet 2022 à travers les questions orales avec débat relatives au programme de construction des logements sociaux au Bénin et à la récurrence de chavirements des bacs transportant des commerçants de Porto Novo vers le Nigeria. Reportage. Deux questions orales avec débat ont été examinées par les députés. La première relative au programme de construction des logements sociaux et économiques initié par le gouvernement du président Patrice Talon. Elle est l'œuvre de l'honorable Dakwe Soso. 1. Quelle est la répartition par lot et par site de construction du nombre de logements économiques et sociaux prévus dans cet ambitieux programme du gouvernement? 2. Quel est le niveau d'exécution physique et financière de ce programme? 3. Qu'est-ce qui motive la contribution financière apportée par les structures étatiques non bancaires, à savoir la Caisse nationale de sécurité sociale, par exemple? Pour y répondre, le gouvernement a été représenté par le ministre du Cadre de vie et du Développement, José Didier Tonato. La répartition initiale des logements par site se présente comme suit. Site de Ouedo dans la commune d'Abomey-Calavi, 11 500 logements. Porto Novo, 3 000 logements. Semenkoji, 1 000 logements. Parakou, 2 500 logements. Abomey-Boyikon, ensemble comme une conurbation, 700 logements. Natitengour, 200 logements. Djougou, 200 logements. Kandi, 100 logements. Malanville, 100 logements. Dassazoumé, 100 logements. Lokossa, 100 logements. Aplahoué, y compris Azové, 100 logements. Pobé, 100 logements. Et Huida, la commune de Huida, avec un lot sur Paou pour 300 logements. Des réponses qui ont été suivies de plusieurs préoccupations de diverses natures des députés. La seconde question orale avec débat est relative à la récurrence de chavirements des bacs transportant des commerçants de Porto Novo au Nigeria. Et c'est le ministre des Transports qui a répondu à ces questions. Le gouvernement a-t-il connaissance de ces drames dont sont victimes des commerçants béninois? 2. Quelle est la politique gouvernementale en matière de navigation sur les eaux du Bénin? 3. Que disent les textes de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sur la libre circulation des personnes et des biens? 4. Quelles solutions le gouvernement envisage-t-il pour que de tels drames ne surviennent? Nous avons effectué des vérifications, Monsieur le Président. Et de cette vérification, il ressort que pour le premier accident, la victime n'était pas en déplacement vers le Nigeria, mais il s'agissait d'un employé, d'un exploitant d'embarcation. Pour les deux autres cas, les vérifications ont révélé effectivement des chavirements sur les voies d'eau nigérianes. La politique gouvernementale en matière de navigation sur les eaux du Bénin consiste en la réglementation, le développement des infrastructures dédiées au transport fluvial lagunaire
et la promotion des services de transport fluvio-lagunaire en vue d'assurer la mobilité des personnes et des biens dans des conditions de sécurité et de sûreté satisfaisantes. Emmanuel Macron au Bénin, les 27 et 28 juin 2022. Le président français sera en visite officielle de 24 heures à Cotonou pour sa première visite en Afrique. Après sa réélection à l'Élysée, c'est sur invitation de son homologue béninois, Patrice Talon pour l'heure. On ne sait pas encore le programme de cette visite, mais qu'attendent les Béninois de cette visite? La réponse dans ce reportage signé Kenneth Egaoui et Mathieu Soso. C'est une offensive diplomatique de taille pour Patrice Talon depuis sa réélection en 2021. Cette visite annoncée est la toute première d'un chef d'État français au Bénin depuis que Patrice Talon est devenu président de la République. Aussitôt annoncée, cette arrivée d'Emmanuel Macron retient déjà les attentions. Ça, c'est une grande diplomatie. Pourquoi je dis ça? Et depuis l'avènement du quinquennat du chef de l'État Patrice Talon, il n'y a pas aucun nom. L'ancien président de l'OP qui vient au Bénin, je pense que la diplomatie que le chef de l'État est en train de faire pour la matière aux coopérations entre le Bénin et le Paris, et je pense que c'est bon. Notre président, notre cher président Patrice Talon a fait une demande, une doléance qu'il a acceptée en nous rapatriant certaines de nos ressources qui étaient là-bas. Je ne sais pas, est-ce qu'il vient pour voir les conditions dans lesquelles se trouvent ces objets pour pouvoir nous rapatrier le reste de là-bas? Je n'en sais rien, mais si c'est ça, je vais taper la main, je dis ok, car nous avons besoin vraiment de nos richesses qui ont été vraiment volées par leurs grands-parents. Si cela peut apporter du bonheur à notre peuple, ça serait bien. Mais si c'est pour les intérêts français, vraiment, pour le moment, parce que la France, la première des choses, c'est ses intérêts. Alors que nous, au Bénin, nous avons trop de problèmes. De Gaulle l'a dit, la France n'a pas d'amis. La France n'a que des intérêts. Pour ces Béninois, il est hors de question que le Bénin serve de base arrière pour la relance de la domination française en Afrique. Coopération bilatérale, sécurité, démocratie, paix et sociale, ce sont là des questions que devront privilégier Emmanuel Macron et son hôte. Il n'a qu'à parler avec notre président pour que les gens qui sont en prison, les exilés, n'a qu'à les laisser pour qu'ils n'ont qu'à arriver dans leur pays, pour que la paix vienne dans le pays. Et encore, deuxièmement, les élections qui viennent là, par rapport aux élections de députation là, il n'a qu'à laisser les opposants pour que tout le monde n'a qu'à aller à l'élection ensemble. Les exilés politiques, ils voudraient parler pour les exilés politiques, comme les Komi Koutié, les Adjavon, la manière que notre justice est en train de fonctionner. Il va parler tout ça là. Et je pense qu'il voudrait en parler. Et encore, les élections, il reste quelques mois qu'on doit aller aux élections législatives au Bénin. Surtout le problème social. Au Bénin, le problème social, vraiment, chaque foyer n'arrive pas à manger 2 fois par jour, difficilement. Donc, surtout, c'est le problème. Et en plus, le problème sécuritaire qui nous pose au nord du Bénin. Puisque actuellement, il y a les djihadistes qui sont en train de tuer les policiers, les militaires au nord là-bas. Ils n'ont qu'à discuter de ça là pour que la sécurité vienne dans le pays. La dernière fois qu'un chef d'État français en exercice a foulé le sol béninois, c'était il y a 8 ans, le 1er juillet 2015, sous Boni Yayi. François Hollande, prédécesseur d'Emmanuel Macron, est venu prononcer un discours à Cotonou sur la démocratie en Afrique. Les candidats à l'examen du brevet d'études du premier cycle BPC session de juin 2022 sont désormais fixés sur leur sort. Après un long moment d'attente, d'inquiétude et d'angoisse, les résultats sont enfin là. La joie et le bonheur se lisent sur certains visages des candidats admis. Le constat dans les CEG
Aquacentre, Soro Léré et Segbeya. Reportage. C'est une immense joie qui anime ces candidats admis au BEPC. Après des mois de sacrifices, d'apprentissage et surtout de stress, le sourire s'affiche enfin sur leur visage. Au CEG Aquacentre, le taux de réussite est de 68,99%, un taux largement supérieur à celui de l'année écoulée. La satisfaction est donc au rendez-vous pour les responsables. Pour rappel, le taux de réussite au plan national est de 66,46%. Les candidats admissibles devront ainsi se préparer pour les épreuves orales et sportives qui démarrent dès le mardi 12 juillet 2022. Et restons toujours dans cette même veine informative pour dire que 66,46%, c'est le taux national cette année au brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juin 2022. Une hausse d'environ 6% comparativement au taux national de l'année 2021. Le classement des pourcentages par département attire également l'attention des acteurs du système éducatif au Bénin. Analyse dans ce reportage de Romaric Dossa et Jean Lobo. Les résultats du BEPC, session de juin 2022 au Bénin, sont tombés ce dimanche 10 juillet 2022. Le taux de réussite national est de 66,46% comparativement à l'année 2021 où le taux était de 60,50%. Pour des acteurs de l'éducation, plusieurs facteurs expliquent cette hausse.
Cette année, c'est le département du Borgou qui vient en tête avec un taux de réussite de 87,45%. Encore un exploit après les résultats du certificat d'études primaires, session de juin 2022. Et c'est le département du Plateau qui ferme la marche avec un taux de 50,48%. Pour rappel, le Plateau en 2021 occupait la première place avec un pourcentage de 68,73%. Toutefois, il félicite tous les acteurs du système éducatif pour le travail abattu au plan national. Et puis en interactualité, les soldats ivoiriens ont été arrêtés ce dimanche 10 juillet 2022 en début de l'après-midi à l'aéroport de Bamako. Depuis, des messages alarmistes circulent sur les réseaux sociaux, les présentant comme des mercenaires lourdement armés venus déstabiliser le pays. Mais selon l'armée ivoirienne, ces soldats appartiennent à l'armée régulière et devaient donc sécuriser les sites de la MINUSMA. Lundi soir, le gouvernement malien les a néanmoins qualifiés de mercenaires. Reportage. Les autorités maliennes ont arrêté 49 soldats ivoiriens à l'aéroport de Bamako lundi. Parmi eux se trouvaient 30 agents des forces spéciales. Ils ont atterri selon l'exécutif malien sans l'autorisation requise pour entrer dans le pays. Les responsables des forces de défense et de sécurité maliennes ont contacté immédiatement leurs homologues ivoiriens. Ces derniers ont affirmé qu'ils ignoraient tout de la présence des militaires ivoiriens interpellés au Mali. Le gouvernement de la transition les considère comme des mercenaires, tels que définis par la Convention de l'OUA sur l'élimination du mercenariat en Afrique. Le dessein funeste des personnes interpellées était manifestement de briser la dynamique de la refondation et de la sécurisation du Mali. Lors de leur interrogatoire, certains soldats ont affirmé être venus protéger la base logistique d'une société contractante de la mission de l'ONU au Mali. Le gouvernement de la transition a décidé de 1. Mettre fin avec effet immédiat à l'activité de protection de la compagnie aérienne Sahelian Aviation Services par des forces étrangères et exiger leur départ immédiat du territoire malien. 2. Inviter la compagnie aérienne Sahelian Aviation Services à confier dorénavant sa sécurité aux forces de défense et de sécurité maliennes. Dans un communiqué, le gouvernement explique avoir saisi la justice pour les juger en tant que mercenaires présumés, après avoir recueilli leurs déclarations et entendu 4 versions différentes de leur mission. De nouvelles fosses et 17 corps ont été découverts à Tarounar, ville de l'ouest de Libye, où de nombreuses dépouilles
sont retrouvés depuis le début de l'été, a-t-on donc appris samedi auprès de l'autorité gouvernementale d'Union nationale GNA chargée des disparus. Images et son. En Libye, l'autorité du gouvernement d'Union nationale GNA a annoncé la découverte de nouvelles fosses. Ce jeudi, c'est 5 nouveaux charniers qui ont été découverts par les équipes de recherche dans la région de Tarhouna. Au total, 17 corps ont pu être exhumés. Les recherches continuent. Aujourd'hui, samedi 7 novembre, notre équipe a commencé à travailler sur 2 autres endroits. Les recherches continuent. Nous prenons les coordonnées du site, nous situons les corps et sécurisons la zone. Nous sommes en train de commencer l'exhumation des corps du premier site. Nous avons trouvé 2 corps sur le premier site et seulement 1 sur le second. L'existence de plusieurs charniers à proximité de la ville avait été signalée après le départ en juin des forces de l'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Khalifa Haftar. Aujourd'hui, le GNA demande que ces actes atroces ne restent pas impunis. La France, à présent, premier test sans frayeur pour la première ministre. L'Assemblée nationale a rejeté lundi 11 juillet la motion de censure de la nouvelle Union populaire écologique et solaire, NUPES, contre le gouvernement d'Elisabeth Borne, et qui avait donc dénoncé par avance un procès d'intention, là où l'Alliance de gauche y voit une clarification. Reportage. En France, la première ministre Elisabeth Borne a sans surprise échappé à une motion de défiance déposée par la NUP, la coalition des partis de gauche à l'Assemblée nationale. Sans l'appui des autres groupes d'opposition de droite et d'extrême droite, cette motion n'avait aucune chance d'obtenir la majorité absolue de 289 voix qui aurait permis de faire tomber le gouvernement minoritaire issu des dernières élections législatives. Au final, la motion n'a été soutenue que par 146 députés. Les élus de gauche dénoncent le manque de légitimité de la première ministre nommée par Emmanuel Macron. Celle-ci a dénoncé un obstacle au travail parlementaire. J'aurais aimé vous retrouver pour parler emploi, éducation, santé. Dit simplement, j'aurais aimé vous parler des sujets qui préoccupent les Français, qui pèsent sur leur quotidien et pour lesquels ils nous demandent des réponses. Cette motion de censure a repoussé les débats sur la situation sanitaire alors que la France fait face à une nouvelle poussée épidémique. Les députés devaient examiner dans la soirée des mesures pour freiner l'explosion des nouvelles contaminations au Covid-19. En Ukraine, au moins 15 morts dans une frappe sur un immeuble dans la région de Donetsk. La frappe s'est produite dans la nuit dans la petite ville de Chavskiar. Selon donc les secours, 24 personnes se retrouvent encore sous les décombres, dont un enfant, et 5 autres ont été sauvés dessous les gravats. Reportage. Les secouristes tentaient de retrouver des survivants dimanche à Tchassiviar, dans la province de Donetsk. Un immeuble d'habitation a été en partie détruit par des roquettes russes samedi soir. Selon le dernier bilan des autorités, dimanche après-midi, 15 personnes ont été tuées et il reste 24 disparus. Une nouvelle tragédie pour les habitants après plus de 4 mois de guerre. Je connaissais tous les gens qui vivaient ici. On m'a dit qu'un enfant a été tué. Il n'y avait qu'une seule famille avec un enfant. C'était Irina et son fils de 9 ans. Alors nous sommes venus ici pour trouver nos voisins. Peut-être que l'un d'entre eux était déjà parti avant le bombardement. Je ne sais pas. Les forces russes continuent de pilonner l'est de l'Ukraine. Selon le porte-parole du ministère de la Défense Igor Konashenkov, l'armée russe a tué près de 100 soldats ukrainiens à Sloviansk en touchant une usine où étaient stockées des armes et des munitions. Les Russes concentrent leurs forces sur la région de Donetsk pour occuper l'ensemble du bassin minier du Donbass après avoir conquis début juillet la région de Louhansk. Kiev assure de son côté avoir visé 2 points de commandement et des dépôts russes dans la région de Tchornov-Baïvka.
Le parti au pouvoir au Japon vers une large victoire au sénatorial. Après l'assassinat de Shinzo Abe, les Japonais ont sans surprise accordé leur confiance à la coalition au pouvoir dimanche lors des élections sénatoriales. Un scrutin qui a été éclipsé par l'assassinat vendredi de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe au cours d'un meeting électoral. Reportage. Le recueillement plutôt que la célébration. Malgré la probable victoire du Parti libéral-démocrate aux élections sénatoriales partielles de ce dimanche, le Premier ministre japonais Fumio Kishida a tenu à observer une minute de silence en mémoire de l'ex-chef de l'État Shinzo Abe, tué par balle vendredi. Sur le lieu de son assassinat à Nara, près d'1 millier de personnes sont venues se recueillir ce dimanche et déposer des gerbes de fleurs. Cette attaque contre l'un des hommes politiques les plus connus du Japon a profondément ému la population dans un pays relativement épargné par les violences politiques et où les armes à feu sont particulièrement rares. Jamais je n'aurais pensé qu'une telle chose puisse se produire ici, témoigne ainsi cette japonaise venue se recueillir avec sa famille. Son époux explique lui avoir voulu emmener ses filles sur ce lieu dans l'espoir qu'elles prennent conscience de l'importance de la politique et de la démocratie. À l'étranger, de nombreux chefs d'État ont rendu hommage à Shinzo Abe. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken devrait faire étape à Tokyo lundi pour présenter ses condoléances en personne. L'auteur présumé de l'attaque, un homme de 41 ans nommé Tetsuya Yamagami, a été immédiatement arrêté sur les lieux. Il a depuis avoué avoir délibérément visé Shinzo Abe, expliquant en vouloir à un groupe religieux nommé l'Église de l'Unification, lié selon lui à l'ancien Premier ministre. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette session d'information sur Speedline Télévision. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et restez fidèles à nos programmes.